Bonjour Jérôme Guedj. Bonjour. On commence avec ce tremblement de terre dans le cinéma. Canal+, le premier diffuseur du cinéma français, ne veut plus travailler avec les 600 signataires d'une tribune qui a été publiée dans Libération, dénonçant, je cite, l'emprise grandissante de l'extrême droite et de Vincent Bolloré, je rappelle, qui est l'actionnaire de Canal+. Le patron de Canal+, Maxime Saada, dénonce au contraire une injustice vis-à-vis des équipes qui s'attachent à défendre l'indépendance de Canal+. Qui a raison ? Je crois qu'il faut respecter le cinéma français. C'est un joyau, c'est un atout d'abord culturel et aussi économique. Et on a un écosystème qui est très singulier. Voilà. Avec un financement assuré par le CNC, il faut le préserver. Je dis ça parce que l'extrême droite, elle, ouvertement, par la voix de ses représentants, dit qu'elle veut en revenir sur le financement par le CNC du cinéma français. Et là, c'est faire un boulevard au cinéma américain et aussi au blockbuster et perdre l'exception culturelle française. C'est financé aussi par Canal+. Et il faut respecter ce principe. Mais ce n'est pas un cadeau de M. Bolloré. C'est la contrepartie du fait que Canal+ bénéficie, on appelle ça la chronologie des médias, de pouvoir diffuser des films dès 6 mois. Donc, on ne casse pas cet objet-là, ni avec les discours inflammables, anxiogènes d'un Vincent Bolloré qui dit ouvertement qu'il a un projet politique à travers le groupe économico-médiatico-culturel qu'il a constitué, l'édition, la presse, des salles de spectacle et le cinéma. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, sur la centaine de films qui ont été financés par Canal+, une mainmise idéologique de Vincent Bolloré dans le choix des films qui sont financés par Canal+? Moi, j'ai l'honnêteté de dire que j'entends des acteurs du cinéma, des producteurs du cinéma. J'entendais le producteur du dernier film de Pierre Salvadori dire « Nous, on n'a pas constaté un changement dans la pratique de nos interlocuteurs, dont acte ». Mais j'entends aussi l'alerte qui a été portée par les professionnels du cinéma. Ils ont le droit, ils sont parfaitement légitimes à s'inquiéter. On voit ce qui se passe du côté de l'édition, même si c'est deux univers qui sont différents. Ils sont légitimes à porter cette inquiétude. Donc, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme comme d'hypocrisie ? De nombreux signataires de la pétition ont profité aussi du financement de Canal+. Ils pourraient aller finalement chercher leur financement ailleurs. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas refusé ? Si c'est de l'argent sale, entre guillemets. Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut désescalader sur ce principe-là. Le cinéma français doit continuer à être financé dans cette singularité. France Télévisions, j'ai oublié de le mentionner, est aussi le troisième gros acteur du financement du cinéma français. Et ça, c'est une exception française et il faut absolument la garder. Mais l'alerte posée, et elle est légitime, encore une fois, parce que les déclarations de Vincent Bolloré sur son rapport aux outils dont il a fait l'acquisition ces dernières années, on est dans une situation très inédite en France. Jamais on a eu un investisseur unique, un propriétaire unique sur tout ce spectre de l'action culturelle. Que ce soit les auteurs de Grasset, que ce soit hier, rappelez-vous, quand iTélé est devenu CNews, et on a vu ce que ça a donné comme type de dérive. Donc, les acteurs du cinéma, ils sont légitimes à lancer cette alerte. Et donc, moi, j'attends de Canal+, une forme de désescalade, et on ne peut pas imaginer une sorte de liste noire. Donc de continuer à travailler avec ces signataires. Mais de travailler, vous dites ça ce matin, évidemment Maxime Saada, avec les forces vives du cinéma français, qui ont raison de pouvoir conserver leur liberté d'expression et envie de travailler. Et il faut que les financeurs garantissent cette diversité du cinéma, c'est ça qui fait sa richesse. Autre sujet, Patrick Bruel, qui est désormais visé par 13 plaintes pour des faits de violences sexuelles, dont plusieurs pour viol, comme celle déposée par l'animatrice Flavie Flament. Il y a une enquête qui est aussi ouverte en Belgique pour une agression sexuelle présumée. Le chanteur, naturellement, dément les faits. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, il y a deux principes qui doivent être respectés et qui sont absolument cardinaux en la matière. Il y a d'abord la parole des femmes qui s'exprime et qui doit être, comme celle de toute victime, entendue, respectée. C'est la grande révolution anthropologique qui est intervenue ces dernières années, après MeToo, après cette libération de la parole. C'est vrai sur les violences sexistes et sexuelles, c'est vrai aussi en matière d'inceste, de violences intrafamiliales, de violences sur les enfants. Il faut toujours tendre l'oreille et dire aux victimes « nous vous écoutons, nous vous respectons, nous vous croyons ». Puis il y a un deuxième principe, et c'est toute la complexité du réel qu'il faut pouvoir concilier, qui est celui de la présomption d'innocence. Et pour concilier les deux, c'est la justice qui doit faire son travail. Alors il faut qu'elle fasse plus vite. Et moi, je sors du cas particulier de Patrick Bruel, mais de manière générale, sur les affaires de violences sexistes et sexuelles, sur les affaires d'inceste, on a un appareil judiciaire aujourd'hui dont la lenteur est complètement contradictoire avec le respect de la parole des victimes. Et donc, s'il y a un message à faire passer dans la période, c'est
pour croire et respecter les victimes, pour respecter la présomption d'innocence, parce que c'est aussi essentiel dans un état de droit. Il faut qu'on ait plus de moyens pour ces violences sexistes et sexuelles, pour ces incestes et pour toutes les violences intrafamiliales. Patrick Bruel se produit en ce moment sur la scène d'un théâtre. Est-ce que vous iriez le voir ? Écoutez, chacun décide de ce qu'il veut faire, de son temps, de son argent, au regard de la conciliation de ces deux principes. Voilà, moi je ne suis pas pour blacklister par principe les personnes, mais je ne suis pas non plus pour donner l'impression de cautionner ce qui provoque un émoi général dans le pays. Donc c'est pour ça que je le dis, il faut que la justice, Patrick Bruel, je crois, l'a dit lui-même, celles qui ont déposé plainte ont dit « je dépose plainte précisément parce que c'est le lieu dans lequel la vérité et la justice, par définition, peuvent surgir ». Donc il faut que ça aille plus vite. Nous sommes à 1 an de la présidentielle et alors on voit une gauche qui est quand même explosée façon Pulse. J'ai compté, il y a 7 candidats déclarés, dont votre candidature, Jérôme Gage, et 7 personnalités qui envisagent une candidature, donc Raphaël Glucksmann, François Hollande, Bernard Cazeneuve, ça fait 14 candidats possibles en tout. Est-ce que c'est pas insensé, à 1 an de la présidentielle, de se retrouver avec 14 candidatures à gauche ? Je vais vous donner un scoop. À la fin, il n'en restera qu'un. Mais comment ? Tout simplement en travaillant sur l'orientation programmatique, en répondant aux préoccupations de nos concitoyens. Parce que moi, une gauche qui se tire la bourre pour se mettre d'accord ou ne pas réussir à se mettre d'accord sur la modalité, est-ce qu'il faut une primaire, pas une primaire, voilà, tout ça, on s'en fiche un petit peu. La gauche, et celle que moi je veux porter, une gauche républicaine qui répond aux préoccupations de nos concitoyens, mais qui est capable de construire des compromis avec l'ensemble des Français. Moi, je suis candidat à l'élection présidentielle, mais je m'adresse à l'ensemble des Français pour leur dire, par exemple, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du sujet de préoccupation première. C'est la question de la santé, c'est la question de l'accès aux soins. Tout à l'heure, j'irai passer la journée à Santexpo, qui est le grand salon des professionnels de santé, pour rencontrer les professionnels du soin qui souffrent aujourd'hui, pour rencontrer les associations de patients qui sont confrontés et présenter aujourd'hui une étude passionnante. Je vous donne un seul chiffre, ça devrait provoquer le sursaut de tous les candidats à l'élection présidentielle. Pour avoir un rendez-vous avec un cardiologue en France aujourd'hui, c'est 14 jours en moyenne à Paris, c'est 160 jours en moyenne dans le Gers. Est-ce qu'on peut accepter ces inégalités sur le territoire national sur des choses aussi essentielles? Parlons de ces sujets de préoccupation. Pour porter ces sujets essentiels, donc naturellement vous êtes candidat, mais vous parlez aussi de rassemblement. Est-ce que Raphaël Glucksmann peut être celui derrière lequel la gauche peut se rassembler? On se rassemblera derrière la candidature qui permet à la fois de répondre aux préoccupations, celles que je viens de mentionner, mais on pourrait parler aussi du logement, du pouvoir d'achat, du fonctionnement des services publics, de la paix, crédibilité Jérôme Gage, c'est qui le juge de paix? Est-ce que ça va être les sondages? Immanquablement, à un moment donné, les sondages, le rôle des partis politiques, la perception que les Français en auront, nous indiqueront. Moi, je fais le pari de l'intelligence collective. Voilà, je ne suis pas cramponné à une position. À l'automne ? Je pense que la ligne que je porte, c'est celle qui a le plus de chances, à la fois de parler aux électeurs de gauche qui veulent une alternative à ce qu'on vit depuis des années, mais aussi à ceux de ces Français qui ne veulent pas un pays paralysé, un pays qui est cramponné sur une forme de brutalisation. Personne ne peut avoir raison tout seul, ni à gauche, ni dans l'ensemble de la vie politique. Raphaël Glucksmann a été récemment fragilisé par une fuite dans la presse. C'est un document de travail qui cible en fait les électeurs qu'il doit convaincre et puis ceux au contraire qu'il doit éviter, et notamment dans ceux qu'il doit éviter, les jeunes et les classes populaires peu diplômées. Alors Raphaël Glucksmann a très vite pris plus que de la distance avec ce document. Oui, il a clairement désavoué. C'est un document de travail. On en reçoit toute la journée des propositions et des documents de travail. Est-ce que ça n'appuie pas justement là où ça fait mal et sur les reproches que certains lui font, sur le côté déconnecté du terrain? Moi, je suis convaincu que quand on est candidat à l'élection présidentielle, et c'est mon cas, on doit parler à l'ensemble des Français. On ne trie pas selon les Français, selon qu'ils habitent en milieu rural ou en milieu urbain, qu'ils soient jeunes ou vieux. Il y a assez de lignes de fracture dans notre pays. Voilà. Il y a une guerre des âges, il y a une confrontation entre les urbains et les ruraux, il y a certains qui veulent introduire des conflits d'identité. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est la concorde républicaine. Les Français, dans leurs préoccupations... Mais la concorde au sein du Parti socialiste, on voit Boris Viavalo qui a claqué la porte, qui met en minorité Olivier Faure. Je vais vous dire une chose. C'est quoi Je vais vous dire une chose. Moi, comme je crois la grande majorité de Français, se contrefiche un petit peu de ces guerres picrocolines à l'intérieur du Parti socialiste. Encore une fois, c'est pas en se rabougrissant et en se retournant sur soi-même qu'on va parler à l'ensemble des Français. Prenons du temps pour parler des sujets de préoccupation. On l'a trop peu fait ce matin, et moi je rêve d'une campagne de l'élection présidentielle où, autour de la table, on se met d'accord. Mais avouez que vous manquez de lisibilité à gauche. Nicolas Meyer-Rossignol, maire de Rouen, a fait une proposition que je trouve intéressante.
rassembler l'ensemble de ces acteurs de cette famille de la gauche républicaine, la gauche socialiste, la gauche social-démocrate, appelons-la comme on veut, celle qui prétend gouverner avec des convictions de gauche, mais cette capacité de s'adresser à l'ensemble des Français. Mettons-nous d'accord sur les 5, 7, 10 propositions qui sont au cœur des attentes de nos concitoyens, la transition écologique, le pouvoir d'achat, les services publics, la crédibilité des propositions, avec notamment du sérieux budgétaire, parce qu'on ne peut pas dire on va raser gratis. Et une fois qu'on a ce programme commun, si j'ose dire, alors à ce moment-là, on aura le candidat. Jean-Luc Mélenchon, il est prêt, comme il dit, chez nous c'est carré. Oui, mais c'est carré, mais ça tourne en rond, parce que ça ne reste que dans ce périmètre qui est celui d'une gauche qui s'éloigne de la capacité d'opérer du rassemblement. Je l'ai déjà dit, c'est pas mon obsession, mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas le bon candidat pour être face à ce qui est notre priorité, éviter l'accès au pouvoir du Rassemblement national et de Jordan Bardella. Vous nous dites ce matin, au travail sur le fond de préoccupation de nos concitoyens. Bonne journée à vous. Merci. Au travail, Jérôme Guedj. Donc, merci.